Bienvenue à la 3e édition des 5 livres. Nous parlerons aujourd'hui de Franz Kafka, nous parlerons de Kadif pour un amour, de Sarah Bernhardt et du philosophe Vladimir Yankelevitch, avec nos 3 invités, Karine Thuil et Laurent Sexic, et je vais dire Sarah Bernhardt, pas tout à fait. Non, modestement, oui. Pas tout à fait. Elisabeth Gousseland. On va commencer avec vous, Laurent Sexic, à propos de ce très beau roman. Je précise roman parce que avec le nom de Franz Kafka en couverture, on pourrait imaginer une biographie, sauf si on vous connaît. Et on vous connaît par vos livres, bien sûr. Donc vous êtes médecin, écrivain et dramaturge, dans cet ordre. En tout cas, chronologiquement. Oui, c'est ça. Chronologiquement. Donc on vous connaît notamment pour vos livres et vos pièces de théâtre consacrées à Stefan Zweig, à Albert Einstein, à Romain Gary. Et aussi depuis peu pour une série sur France Inter, Une enfance d'écrivain, qui est très populaire. Des livres qui sont tous traversés, des livres et des pièces, traversés par la maladie mentale. Je précise que vous êtes radiologue et non pas psychiatre, comme on pourrait le croire. La maladie mentale, alors déjà, pour ce livre, Franz Kafka ne veut pas mourir, on peut se poser la question ou pas? Sur la maladie mentale de Franz Kafka, en fait, oui. Est-ce que c'est traversé par la maladie mentale? Disons c'est une des composantes à la fois. Enfin, dans ce que j'écris, après la perception est toujours différente, mais en effet la souffrance mentale qui est la maladie qui me désole le plus, que j'ai abordé au début de mon internat. Je voulais devenir psychiatre, et c'est assez drôle, je ne sais pas, mais quand je m'en suis ouvert à mon chef de service de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne de Nice, où j'avais commencé mon internat des hôpitaux, il savait que j'écrivais parce que, comme tous ici, j'imagine, dès l'âge de 20 ans, on a commencé à écrire et à dire à tout le monde qu'on voulait devenir écrivain. Et ce chef de service, qui est un psychiatre assez émérite, a eu cette remarque. Il m'a dit si tu veux devenir psychiatre, choisis entre l'écriture et la psychiatrie. Alors, il y a des psychiatres écrivains, mais ils sont pas très nombreux, mais en réalité, il m'expliquait que la psychiatrie est un véritable sacerdoce, que la maladie mentale, en réalité, dévorerait cette innocence, cette naïveté, qui font aussi partie de l'imaginaire de l'écrivain et qui peut tarir en fait cette source où on va puiser. Ça vous a influencé? Ben oui, j'ai choisi alors sur son conseil, c'est vraiment, vous savez, quand on est étudiant en médecine ou même au début de son internat, on a besoin de ses maîtres, comme en littérature d'ailleurs, on a besoin de ses maîtres aussi. Et donc j'ai suivi son conseil et voilà. Alors ce livre, Franz Kafka ne veut pas mourir, qui est donc un roman, ce n'est pas une biographie, même si il s'assoit sur un certain nombre de livres et d'essais biographiques et de souvenirs, de mémoire, ce qui est normal, et avant tout sur l'œuvre de Kafka, sa correspondance, son journal, très important, évidemment ses livres. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous intéressez à la fin de sa vie, mais évidemment, après c'est rétroactif, on apprend beaucoup de choses sur sa vie et sur son œuvre, mais le plus original, c'est la forme que vous lui avez donnée, la structure, à travers 3 personnages qui ont beaucoup compté pour lui. Le docteur Robert Klopstock, je ne sais pas si je le prononce bien, oui. Klopstock, qui est un futur médecin et qui est celui qui va donner de la morphine à la fin. Je crois qu'ils sont connus pendant 2 ans, 3 ans maximum. Il y a également Dora Diamant, qui est beaucoup plus connue, qui était sa compagne et qui a veillé sur lui. Et puis enfin, Otla, sa sœur. Et chacun, c'est pas un roman choral, mais chacun est pris différemment et donne un petit peu sa version des derniers instants de Franz Kafka. Pourquoi vous avez choisi cette structure-là pour raconter, justement, et pourquoi la fin? Et ces 3 personnages incarnent la fin de la vie de Kafka, mais revisitent l'entièreté de son existence. Et quelque part, l'entièreté de son œuvre. Moi, j'ai longtemps tourné autour du personnage Kafka. Ça fait 10 ans que je veux écrire sur lui. Ça remonte même à beaucoup plus loin, puisque j'ai dédié ma thèse de médecin à Franz Kafka, Romain Gary et Stefan Zweig, et elle parlait de l'extension des cancers bronchiques en IRM. Et c'était il y a 30 ans.
Donc il y a vraiment donc ces personnages m'intéressent depuis très longtemps. J'avais écrit Les Derniers Jours de Zweig et je tournais depuis 10 ans autour de Kafka sans savoir par où le prendre en fait. Je pouvais pas m'incarner dans cette figure-là parce que c'est à la fois une intelligence absolue. Pour moi, c'est l'écrivain absolu, c'est l'écrivain universel. Zweig, c'est un peu un écrivain du 19e égaré au 20e siècle. Kafka, c'est un écrivain du 20e transporté au 21e, qui donne le siècle d'aujourd'hui, qui le dit, qui le raconte, qui l'exprime. Et en effet, pour parler de lui, j'avais besoin de personnages tiers, en fait. Je ne parvenais pas à me mettre dans sa peau comme j'avais pu me mettre dans la peau de Stefan Zweig et de sa femme. Donc ce sont 3 grands témoins, finalement. Voilà, absolument. Et donc, comme je suis romancier, vous l'avez dit, je ne suis pas biographe, je ne suis pas derrière le personnage, je suis à côté. J'avais besoin de ces 3 personnages-là qui ont des vies absolument incroyables. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à travers ces 3 personnages, finalement, outre la vie de Kafka qui défile par la mémoire, etc., par le flashback, en fait, c'est le destin des Juifs ashkénazes au XXe siècle. Parce que votre livre ne s'arrête pas avec la mort de Kafka, il s'arrête bien plus tard, puisque vous vous intéressez au destin de ces 3 personnages, alors que Kafka est mort depuis un certain temps déjà, et là, on les voit pris dans la folie du milieu du XXe siècle, la Shoah, bien évidemment, l'exil, etc. Oui, je crois que si vous parliez tout à l'heure du point commun et du fil rouge de mes romans, en réalité, j'ai l'impression que c'est cela le fil rouge de mes romans. C'est-à-dire, j'essaie de faire une forme de cartographie. Alors c'est très ambitieux et je ne sais pas si c'est réussi ou pas, mais avec les Juifs de Vienne et Stefan Zweig, avec le cas Edouard Einstein et Berlin, avec Vilno et Romain Gary, avec le livre sur mon père et l'Algérie, un fils obéissant, et avec ce livre, Prague, les Juifs de Prague, j'ai l'impression que j'essaye, avec mes moyens d'écrivain, de construire une sorte de cartographie de la destruction des Juifs d'Europe et d'Algérie, destruction à divers niveaux, et en tout cas de leur histoire. Et en fait, c'est ce que vous interrogez, c'est le destin juif. Oui, c'est ça. On a tous plusieurs obsessions, c'est le destin juif, le destin de l'écrivain, et quelque part, c'est aussi traversé par la médecine, vous avez dit la maladie mentale, mais plus largement la médecine. Et c'est en effet cette histoire juive que j'essaye de réécrire comme si finalement Kafka, dans ce domaine-là, n'était qu'un prétexte, même si c'est aussi le sujet de mon livre, afin de donner une sorte de nouvelle vision, en fait, très personnelle, de cette histoire-là et de la rappeler inéluctablement dans chacun de mes romans. Alors, dans les livres sur lesquels vous vous êtes appuyé, de Kafka, il y a quand même, pour moi en tout cas, un livre qui est peut-être plus important que les autres, qui est très bref, c'est La lettre au père, qui est quelque chose d'exceptionnel à tout point de vue. Je crois que c'est la traduction de Marthe Robert sur laquelle vous vous êtes appuyé, parce que c'est important les traductions, et vous rendez hommage à Jean-Pierre Lefebvre, qui a vu votre texte avant parution, mais là c'est la traduction de Marthe Robert. Pour Hermann Kafka, le père, son fils, Franz, c'est pas un mensch. Non, c'est un... Les rapports, c'est ce qui est extraordinaire avec Kafka, c'est qu'en fait son œuvre, dont La lettre au père, mais je reviens juste après, embrasse tous les pans de la littérature. Vous lisez et parfois malgré lui, vous lisez les correspondances. Ce sont les plus formidables des lettres d'amour qu'on puisse avoir. C'est le plus formidable roman d'amour qui puisse être écrit. Le procès, le château, dans une moindre mesure l'Amérique, ce sont les livres d'anticipation et les livres politiques les plus lumineux qui puissent être écrits, qui disent le monde de l'Union soviétique, qui prévoient le nazisme, qui l'anticipent, et la société d'aujourd'hui. Et puis il y a cet objet qui est la lettre au père et qui dit les relations père-fils. Vous oubliez la métamorphose. Et la métamorphose. Alors oui, j'oublie la métamorphose, mais peut-être volontairement, c'est sans doute le plus connu. Pour moi, c'est une fable drôle, extrêmement passionnante, qui peut être attachée à la lettre au père d'ailleurs, qui n'est pas forcément le plus intéressant, même si c'est formidable. Hein, il le revendiquait, parce que vous dites, Laurent, qu'il ne revendiquait pas tous ses livres. Kafka. Ah, c'était au-delà Loin de ça. Il n'en avait que 4 qu'il voulait conserver. Pardon Pierre, mais est-ce que ce serait intéressant de savoir s'il aimait la métamorphose? Oui, il voulait la conserver, puisque ses livres étaient destinés pour la plupart à être brûlés. Donc c'est un écrivain absolument hallucinant. Et donc dans cette lettre au père,
il y a ce qui me concerne aussi et qui est un des sujets, des 3 ou 4 sujets permanents dans mon écriture, qui sont les relations père-fils, que j'avais étudiées entre Albert Einstein et son fils, dans Le Fils obéissant, dans La légende des fils. Et puis avec un livre consacré à votre père. Voilà. Et donc c'est un sujet qui m'obsède à 2 niveaux, en tant que fils et en tant que père. Et en effet, c'est non seulement donc c'était intéressant de faire revivre Hermann Kafka dans des scènes, parce qu'en fait c'est un roman, donc de pouvoir assister avec cette forme d'extériorité qui est le pouvoir de l'écrivain et d'empathie pour ses personnages, qui est l'autre pouvoir du romancier, de pouvoir à nouveau avoir à table Hermann Kafka, sa femme et Franz Kafka, et de voir comment ce père écrasait ce fils et dans le même temps le porter. Oui, parce que là, c'est la victime qui remercie le bourreau de Franz par rapport à son père, c'est ça, il le remercie. Il y a un aspect masochiste. Il le remercie, mais alors, il y a une part de remerciement, c'est vrai, dans la lettre au père, il y a aussi une part d'extrême sévère condamnation. Oui. C'est-à-dire que le père passe en jugement. D'ordinaire, c'est le fils qui est accusé de lettre qui n'a jamais été envoyée, il faut le préciser. Lettre que le père n'a jamais lue, et il y a d'autres scènes dans ce livre, justement, où le fils voulait que le père le lise, et c'est la mère qui a fait obstacle. C'est-à-dire, c'est une triangulation qui est extrêmement intéressante, qui est formidable, qui nous ramène aussi à notre propre condition de père et de fils, c'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire que, lorsqu'on lit la lettre au père, eh bien, on se perçoit, soit comme père, soit comme fils. Hermann Kafka n'était pas un monstre. Hein. C'est une forme de père juif, comme il y en a beaucoup, comme nous en avons peut-être eu, comme nous en sommes peut-être, en tout cas pour une part, insatisfait, extrêmement dirigiste, extrêmement sévère, extrêmement aimant aussi, qui a eu à faire face à ce terrible drame de voir son fils mourir avant lui. Mais c'est là qu'il est devenu aimant, j'ai l'impression. Alors ça, c'est un des sujets du livre. Moi, je ne suis pas aussi sévère à l'égard d'Hermann Kafka que ne l'est peut-être Franz dans cette lettre au père. Il lui doit aussi beaucoup, et lorsqu'on est père soi-même, on a parfois peut-être plus d'indulgence pour le père de Kafka, qui a un côté monstrueux, et j'en suis bien d'accord, parce que cette volonté que le fils marche droit, en tout cas qu'il aille dans la bonne direction, c'est Freud qui disait qu'un père juif ne peut mourir que lorsqu'il sait que c'est le destin de ses enfants, et de ses fils en particulier d'ailleurs, est assuré. Karine Thuil, la lettre au père, ça doit vous parler, puisque si je me souviens bien, L'Insouciance, l'un de vos livres, s'appuie sur cette lettre au père. Oui, moi c'est un texte que j'adore et qui est très méconnu. En général, quand on parle de l'œuvre de Kafka, on est étonné, mais souvent les gens n'ont pas lu ce court texte qui apporte vraiment une lumière très particulière sur l'œuvre, sur la personnalité aussi de Kafka. Moi, je me souviens quand j'avais fait la tournée du Goncourt des lycéens, à chaque fois systématiquement, parce que souvent les lycéens vous demandent des conseils, je suggérais la lecture de cette lettre parce qu'elle est toujours, en fait, elle est intemporelle, elle est aussi d'une extrême modernité parce que vous évoquiez les rapports père-fils, mais en fait, en tant que fille aussi, on peut s'identifier à Kafka, et c'est quand même une réflexion sur la transmission, sur l'éducation. Et puis, il y a ce rapport à la loi aussi. Le père était extrêmement rigide, et quand on connaît l'œuvre de Kafka, ce rapport à la loi, à la rigueur de la loi, y compris juste dans sa vie privée, hein, dans son rapport aux femmes, on voit comment ça a finalement contaminé toute son œuvre. Et c'est un texte d'une très grande dureté. Votre livre, L'Insouciance, est parti de là ? Non, enfin, c'est un des personnages en fait qui était attaché à cette lettre. Après, moi, c'est comme Laurent, la question de la transmission et de la filiation est aussi très présente dans mon travail. Et ce texte a été effectivement aussi très important pour moi. Qu'est-ce que la mort de Kafka nous dit sur sa vie, au fond ? Alors, la mort de Kafka, on parlait de ses dernières paroles sont absolument... Alors justement, voilà, oui, vous pouvez les citer. Oui, allez-y. Si vous voulez, parce que c'est quelque chose de tellement kafkaïen. Les derniers mots qu'il prononce à Robert Klopstock, ce jeune médecin qu'il a accompagné jusqu'à son dernier instant, qui a essayé de le sauver, et qui va lui injecter la morphine qui va être létale pour Kafka, c'est « Robert, tuez-moi, sinon vous êtes un assassin ». Ce sont les derniers mots de Kafka. Alors, c'est un paradoxe apparent. Voilà. Et cela dit l'œuvre de Kafka aussi, cela dit sans doute la vie de Kafka, qui rêvait d'être un officier d'assurance comme les autres aussi,
d'ailleurs qui était un employé d'assurance remarquable et modèle, et qui, à côté de cela et à côté de sa vie de fils soumis, de fiancé impossible, de juif extrêmement complexe, son rapport au judaïsme est passionnant, il était fasciné par le judaïsme orthodoxe justement et par le chassidisme en réalité, par la joie que développait le chassidisme. Cet homme-là a bâti une œuvre qui raconte le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, à l'instant de mourir, de dire à un médecin « tuez-moi, sinon vous êtes un assassin ». Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai beau, alors il y a ce paradoxe à l'évidence, mais si vous voulez, cela veut dire à la fois je veux mourir, je veux vivre. Et c'est peut-être ça le titre du livre. Franz Kafka ne veut pas mourir. Il veut partir, mais il veut rester. Il veut culpabiliser son médecin parce qu'il le traite d'assassin, et il veut que son médecin l'aide à partir. C'est en effet une des scènes les plus poignantes de sa vie quelque part. Poignant, c'est le mot pour tout votre livre, qui est un livre absolument magnifique et vraiment poignant. Les obsèques de Kafka, vous les racontez ? Qui a dit le Kaddish pour lui ? Le rabbin, le rabbin et accompagné par Max Brod, et avec Hermann, le père, la mère et la sœur Otla, et Dora Diamant. C'est une scène tout à fait bouleversante qui a été vécue. Dora Diamant, la dernière compagne de Kafka, qui s'effondre, non seulement près du cercueil, mais juste à côté, et qui est soutenue par Robert Klopstock, le jeune médecin. Ben merci Laurent. Vous pouvez, bien sûr, non seulement vous pouvez rester, vous devez rester, mais vous pouvez intervenir, parce que du Kaddish de Kafka au Kaddish de Karine Thuil, il n'y a qu'un pas. Il s'intitule Kaddish pour un amour. C'est un recueil de poèmes. Alors Karine Thuil, vous m'avez surpris là, parce que à mon avis, je suis pas le seul. Bon, vous êtes juriste de formation, mais surtout vous êtes écrivaine. C'est une vocation. Vous avez publié une dizaine de livres sur des sujets plutôt sociaux, sociétaux, tels que les enjeux de pouvoir, le viol, l'identité. Je cite quelques titres parce que je suis sûr que nos spectateurs ont lu plusieurs de vos livres, comme L'invention de nos vies, L'insouciance dont on a parlé, Les choses humaines, qui a été porté à l'écran, et puis la décision. Mais ma surprise vient du fait que, après l'apparition de plusieurs de ces romans à très grand succès, qui ont été lauréés très souvent, qui ont reçu un accueil public et critique, tout d'un coup, vous ayez cette impérieuse nécessité d'écrire et de publier un recueil de poèmes. En plus, inspiré par la poésie hébraïque, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sans indiscrétion. Je ne le sais pas moi-même. En fait, j'ai commencé par écrire de la poésie quand j'étais très jeune, avant même d'écrire du roman. J'en ai toujours lu, mais j'en ai beaucoup moins écrit. Cette idée d'un Kaddish pour l'amour, en fait, je l'ai eue il y a très très longtemps, genre une vingtaine d'années. Mais je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et puis après l'apparition de la décision, j'ai eu un moment où j'ai voulu en fait revenir à mon matériau originel, le mot, sans aucun autre enjeu que l'enjeu littéraire, c'est-à-dire me consacrer à un temps d'écriture, parce que c'est vrai que le roman, on réfléchit, c'est codifié, on pense, on mène une enquête, parfois on le porte pendant des années, comme Laurent l'a très bien dit, et j'avais envie d'une autre expérience d'écriture. Et donc pendant un temps, je me suis consacrée à l'écriture de ces poèmes autour de cette idée d'un Kaddish pour un amour, donc sur la fin d'un amour. Et j'ai écrit en grande partie une partie de ce recueil dans le désert du Negev, dans un kibboutz où il n'y avait vraiment rien à part les montagnes. C'est cité. Et le désert a son importance. Voilà. Hein. Oui, le Golan aussi est cité. Le désert a son importance parce que c'est aussi une réflexion sur l'identité, sur l'exil intérieur, puisque la rupture, le chagrin, c'est aussi une forme d'exil intérieur. Et il est né dans une forme d'impulsion. Vous disiez que vous étiez surpris, mais moi-même j'ai été très surprise. La preuve que finalement on ne peut pas tout contrôler dans le rapport à l'écriture. Il y a aussi une part de mystère, j'allais dire de mystique. Et donc j'ai accepté aussi que d'une certaine façon ces recueils me soient presque donnés. C'est la première fois que je vois un livre, en tout cas récemment, dédié en toute simplicité à l'Éternel. En général, c'est à mon père, ma mère, un de mes copains. Dans vous, c'est carrément l'Éternel.
Oui, parce que dans le recueil, il y a cette sorte de jeu entre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et l'homme aimé qui devient l'Éternel pour cette femme et qui est totalement déifié dès le premier recueil. Donc il y a ce parallèle entre finalement quand on aime, on divinise l'autre qui devient aussi porteur de vie et de mort, puisque je crois que celui que l'on aime peut, en se retirant de notre vie, nous conduire à la mort. Vous pensiez à quelqu'un en écrivant ce recueil ? Pas à quelqu'un en particulier, je dirais que c'est un livre qui est un peu universel. En fait, c'est l'histoire d'un deuil amoureux et c'est quelque chose qui pourrait être le fruit d'une expérience à la fois personnelle et collective. Et en l'espèce, elle est personnelle. Elle est personnelle, oui. Enfin, quand on écrit, c'est toujours sur soi, surtout de la poésie, oui. Oui. Mais vous êtes lectrice de poésie ? Oui, j'en ai toujours beaucoup lu, alors à des moments différents de ma vie. Notamment, j'ai été très marquée par l'œuvre de Celan, par exemple. Vous citez quelques écrivains ou poètes au passage, Aragon, Brodsky, mais aussi Martin Buber. Qui a beaucoup compté pour moi. Qui a compté, oui. Ouais. J'essaie de voir un peu qu'est-ce qui a insufflé un peu, qu'est-ce qu'il y a eu derrière, même si, évidemment, on pense à Paul Celan. Vous dites même que son amour, enfin bon, le vôtre, vous êtes l'auteur, c'est son D-book. Oui, tout à fait. C'est une sorte elle est habitée, elle est possédée par cet amour, et on voit, enfin, les déchirements. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de codes de l'étude juive. C'est très crypté. Voilà, c'est très crypté. Donc j'ai voulu le concevoir comme un texte juif, et il y a différents niveaux d'interprétation selon que l'on connaît le judaïsme, l'étude, mon travail. Et j'aimais bien ça, en fait. J'aimais bien l'idée on peut le lire comme un texte profane si on ne connaît rien du judaïsme. Tout à fait. Mais alors, justement, de manière générale, il faut toujours définir les mots pour bien s'entendre. Qu'est-ce que vous mettez dans Kaddish, dans le mot Kaddish ? Pour moi, c'est vraiment c'est associé à la prière des morts. Quand je dis la prière des morts, il y a quelque chose d'assez sombre, d'assez morbide, en fait, dans la narration de cet amour. Donc pour moi, c'était vraiment l'idée de mort que contient la fin d'un amour. Ce qui est intéressant, c'est que vous l'êtes approprié comme ça. Ça, c'est le Kaddish des endeuillés. Mais le Kaddish, oui, qu'on lit aussi, c'est avant tout la glorification et la sanctification de l'Éternel qui est votre dédicataire. Oui, et d'ailleurs, et là, c'est pas morbide. Voilà, non. Et d'ailleurs, on n'évoque pas la mort dans le Kaddish, c'est la sanctification du nom. Après, il y avait aussi tout le rituel de Kippour que je trouvais très beau. Et en fait, c'est pendant un office, je lisais en français la traduction, et c'était tellement beau. Donc j'ai découvert que c'était des poèmes. La prière de Kippour était composée de poèmes qui avaient été écrits par Ibn Ezra, que je cite d'ailleurs dans la deuxième partie. Et ça aussi, ça a nourri mon désir d'associer en fait le rituel juif et le récit de la fin d'un amour. Ça vous a, vous qui saviez un petit peu les tropismes de Karine Thuil, ça vous a frappé à la lecture? Ça m'a ému d'abord. Oui, c'est très émouvant. Ça m'a intéressé. Ça m'a surpris parce que j'ignorais malgré tout cet attachement à la foi, qui est une chance en fait. Avoir la foi, c'est une chance. Voilà, tout le monde ne l'a pas, et c'est quelque chose qui vous tombe dessus ou qui comme la croyance en Dieu en réalité. Et le judaïsme a cette force, à mon sens, de ne pas nécessiter de croire en Dieu pour être vécu pleinement. Ça, je trouve que c'est extraordinaire pour qui n'a pas la chance d'avoir la foi, en tout cas. Donc ému, intéressé, ébloui parfois, parce qu'il y a vraiment des fulgurances. On pense au Cantique des Cantiques, on pense au Tehillim, en effet. Donc voilà, j'ai traversé le livre un peu comme on sent le souffle du vent, mais comme un souffle divin et le souffle du vent traversait ce livre, comme si en effet on était à côté de Karine dans le désert du Negev, au milieu du C'est une bonne place. Oui, c'est ça. Non, mais ça a été une respiration pour vous dans ce que vous écrivez, mais cette respiration, on la sent aussi en tant que lecteur. Ça vous a ému ?
Ça m'a émue, ça m'a surpris, parce que moi aussi, je suis le travail de Karine depuis le début. Et donc, je me suis dit, oui, ça a l'air d'une pause, hein, au sens musical du terme, et au sens de l'inspiration aussi. L'inspiration a besoin de se ressourcer. Et quand vous dites que vous étiez dans le désert, tout ça concorde merveilleusement. J'ai aimé la notion d'inconsolable, d'inconsolé. J'ai aimé aussi que tout ce texte soit à rebours de l'hyper-politiquement correct, à savoir cette femme-là, elle se moque des modes, elle est atemporelle, c'est-à-dire qu'elle est un peu soumise à son amoureux et au désespoir de cet amour. Du coup, on s'identifie absolument tous à ce cri du cœur qui s'affranchit des modes et du sexisme et du politiquement correct. Mais aussi du politiquement correct de la religion. Parce Oui, que oui. elle dit, vous dites à un moment, une femme vient, elle dit, je serai le 10e homme. C'est très provocateur. Oui, il y a beaucoup de passages où je pervertis un peu l'usage et les codes de la loi, notamment elle utilise au moment du deuil pour recouvrir les miroirs de la maison, elle dit j'utilise les draps dans lesquels nous sommes aimés. Voilà. Donc, je trouvais ça intéressant de jouer avec les codes de la loi et de les transgresser en fait. Oui, c'est iconoclaste. Hein. Ouais, mais si on ne peut pas se le permettre en poésie, on peut se le permettre nulle part. Ouais. Hein. Mais encore une fois, tout est, et c'est ce qui est assez mystérieux et fascinant dans la poésie, c'est que c'était quand même un processus inconscient. Et c'est ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui, c'est j'essaye d'interpréter moi-même ce que j'ai écrit, d'y apporter des commentaires, mais je n'ai pas toutes les clés parce que et c'est aussi ce qui m'a troublée, notamment sur la question du rapport à l'identité. Moi, je viens d'une famille très laïque, où on me disait à peine qu'on était juif dans ma famille. Et quand j'écrivais les poèmes, il y a quand même des poèmes qui sont des déclarations d'amour au peuple juif. Et très empreints de religion. Et très empreints, et effectivement, du judaïsme. Et je me disais, mais ça vient d'où? Voilà. Mais on le en fait, sent, ça, la c'est lecture. assez mystérieux, puisque peut-être que finalement, ces choses qui ont été cachées, qui ont été tues pendant longtemps, ont ressurgi aujourd'hui, puisqu'on parlait de Ceylan, mais en fait, moi, j'ai découvert réellement mon identité par son versant le plus sombre, puisque c'est à l'adolescence, et en lisant des textes sur la Shoah, Primo Levi, Elie Wiesel, La Nuit, plus tard Robert Antel, que j'ai découvert en fait une certaine facette de mon identité. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai découvert l'apport culturel, intellectuel du judaïsme. Il y a comme un retour du refoulé quelque part. Exactement. Puisque, oui. Moi, je suis comme vous, d'une génération absolument laïque et où et je précise, dans les deux cas, séfarade. Oui, ça a son importance aussi. Oui. Il n'y a pas un héritage direct. Un petit quart d'Ashkenaz, mais bon. Non, mais je veux dire que dans l'éducation, Oui. il n'y a pas un héritage direct du vécu ashkénaze de la Shoah et de l'occupation. Peut-être ça. Et puis aussi, on a vécu dans cette génération sans la religion. La religion, enfin en tout cas moi dans ma famille, il n'y en avait pas. Et je comprends ce que veut dire Karine, c'est-à-dire que c'est plutôt l'univers, la culture, nos études, notre entourage qui nous a enseigné. Et donc il y a comme un retour du refoulé là-dedans, c'est-à-dire tout d'un coup, on se libère en lisant votre poésie, qui est une prose poétique, enfin qui sont des vers libres. Par exemple, sur la question d'Israël, moi, on parlait très peu d'Israël, et j'ai fait un premier voyage en Israël vers l'âge de 16 ans. On était très français, on était absolument français. Et d'ailleurs, il y a un poème où j'ai repris des termes employés par Albert Cohen, l'arbre de Judée dans la forêt française. Et en fait, il avait eu cette expression dans une lettre à Kessel qui avait demandé à ce qu'Albert Cohen obtienne le prix Nobel de littérature. Et Cohen lui avait dit je suis un arbre de Judée dans la forêt française. Et j'ai trouvé cette expression extrêmement belle, et c'est pour ça que je l'ai réutilisée dans un vous avez bien fait. Il y a beaucoup d'intertextualité dans votre livre, des citations qui ne sont pas des citations, et c'est magnifique. Est-ce que vous aviez lu le recueil de poèmes Kaddish d'Allen Ginsberg, qui a été si important pour la Beat Generation? Alors, je ne l'ai pas lu, et je l'ai acheté la semaine dernière, parce qu'en fait, on m'en a parlé dans une émission. Non, j'avais lu Imre Kertész, Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas, ce très beau texte.
mais je ne connaissais pas le texte de l'univers. Alors, il faut dire également qu'il y a tout un travail graphique dans ce recueil de poèmes. Hein. C'est intéressant parce que ça, c'est vous qui l'avez voulu? Oui. Oui. Et ça a été un travail. Pourquoi c'est important? C'était très important parce que je savais que on racontait dans la Kabbale que le monde avait été créé avec des lettres. Et donc, je considérais que une histoire d'amour, c'est aussi la création d'un monde avec un langage qui est propre aux deux personnes. Et donc, je voulais qu'il y ait ce jeu sur les lettres dans le recueil. Et puis, ça parle aussi du rapport au texte juif. Donc, c'était important pour moi qu'il y ait des lettres hébraïques qui soient présentes. Et voilà. Vous n'allez pas y couper. Il faut en lire un. Parce que la poésie, c'est de la musique. Et donc, il faut l'entendre. Il faut la lire, bien sûr, mais il faut l'entendre, donc celui que vous voulez. D'accord. Alors, je vous les recommande tous, hein, mais enfin, parce que c'est à la fois une surprise quand on lit les livres d'une romancière, de découvrir ça, mais en même temps, on peut y trouver aussi la matrice d'un certain nombre de livres pour ce qui est justement de la musicalité et du rythme, surtout. Alors, je vais peut-être vous lire Shiva. Oui. Je suis en deuil de notre amour, de toi. Je suis en deuil de ce qui n'existe pas, de ce qui n'a peut-être jamais existé. J'ai recouvert tous les miroirs de la maison que nous n'habitons pas. Je ne travaille plus, je n'écris pas, je ne porte pas de chaussures de cuir, je n'ai pas de rapport sexuel, je n'étudie pas, je ne salue personne, je ne souris pas, je ne chante plus, je n'écoute pas de musique, je lis des psaumes et le livre des lamentations en pensant à toi. Ton amour a vécu, son esprit m'habite. Tu es mon dit-bouc. Va-t'en, sors de ma tête, mon cœur est affligé. Je récite le Kaddish de l'endeuillé, je sanctifie le nom de l'Éternel, je sanctifie ton nom, je sanctifie notre amour éternel. Que peut le nom divin face à la perte? Qui consolera celui qui est en deuil de l'amour? Personne. Ainsi qu'il est dit, souviens-toi que cet amour est né poussière et qu'il retournera à la poussière. Merci. Merci à vous. C'est émouvant. Oui, c'est beau. Et lu, vous avez raison, ça acquiert une autre dimension. C'est comme une chanson, en fait. Alors, Elisabeth Gousseland, vous savez beaucoup de choses sur Sarah Bernard, dont on va célébrer le centenaire de la disparition oui. au mois de mars. Alors, il y aura des livres qui vont sortir, etc. Mais vous, c'est un des tout premiers qui paraît en février aux éditions de l'Archipel, Scandaleuse Sarah, la folle vie de Sarah Bernard. Vous savez beaucoup de choses, mais vous savez ce qui s'est passé à son enterrement? Ben oui, c'était presque le plus gros enterrement en termes de frénésie, de popularité médiatique et de nombre, après celui de Victor Hugo, dont elle a été, je précise, l'amante déchaînée. Entre autres. Entre autres. Oui, parce que le tableau de chasse est absolument considérable. De votre héroïne est quand même conséquent. Hein. Oui, c'était un phénomène. C'est pour ça qu'elle m'a intéressée. Moi, j'écris beaucoup sur le cinéma en tant que journaliste. Ava Gardner. Et en tant que biographe. Oui, Grace Kelly, etc. Et là, je me disais, mais c'est pas possible. On ne trouve pas d'équivalent nulle part d'une telle longévité. À un siècle où on mourrait plutôt à 60 ans, elle va jusqu'à 78 allègrement, avec un seul poumon, un seul rein et une seule jambe. Et donc, beaucoup d'amants. Et beaucoup d'amants, et une vie absolument extraordinaire, une apparence qu'elle se crée, elle a l'art de la mise en scène d'elle-même, ça c'est très nouveau. C'est-à-dire que ce dont on parle aujourd'hui tout le temps dans le showbiz ou dans le star business, à savoir se mettre en scène, c'est quelque chose qu'a inventé Sarah et que les autres ont copié par la suite. Je veux dire par là que Barbra Streisand, cette américaine insensée, est véritablement le clone contemporain de Sarah. Mais je n'en ai pas trouvé d'autre. Elle ne ressemble à aucune autre. Elle s'habille d'une façon folle, elle crée sa propre mode. Elle est excentrique. Elle est excentrique, extravagante au dernier degré. Elle invente aussi la promotion. La réclame. La réclame, la publicité. Et elle le fait dès 20 ans. Elle comprend ce que c'est qu'un réseau. C'est-à-dire qu'avant elle, c'est un monde ancien, incliné, soumis, de femmes qui sont pilotées par des hommes. Et quand Sarah surgit,
tout d'un coup, la Wonder Woman arrive dans le monde. Vous avez une formidable expression pour la désigner à un moment. Vous dites c'est un accélérateur de particules. Voilà, parce qu'elle intensifie tout. Elle se fait une cour d'amis. Elle naît dans le ruisseau. Il faut préciser, Pierre, vous alliez peut-être le faire, qu'elle est issue, elle est l'enfant de personne, c'est-à-dire le père est inconnu. On ne sait pas, on ne retrouve pas le père. Il était peut-être au Havre, peut-être officier, peut-être Père juriste. inconnu et mère trop connue, c'est ça? Et la mère, elle tient un claque dans le quartier de Notre-Dame de Lorette. Et elle apparaît dans le journal des frères Goncourt comme Julie Bernard et Rosine Bernard, sa sœur, recevant le tout Paris de la politique, des arts et des lettres. Alexandre Dumas passe sous les peignoirs de la mer. Le duc de Morny, qui est le type le plus influent, une sorte d'Emmanuel Macron du Second Empire, passe chez les sœurs Bernard. La petite Sarah grandit dans un claque, dans un bordel. Et cette fille qu'on aurait pu croire condamnée à une fin atroce se réinvente. Elle se dit, ben non, je ne serai pas prostituée. Elle le sera pendant 20 ans, hein, je précise. Je ne serai pas prostituée, je vais essayer de faire mieux, comédienne. Ceci dit, à l'époque, et d'ailleurs Zola nous l'enseigne dans Nana et dans Splendeur et misère des courtisanes. Il y a des points communs. Voilà. Entre les deux métiers. Voilà. Chez Balzac et Zola, nous savons très bien que comédienne et cocotte, c'est la même chose, même chez Proust. Hein. Et du reste... D'ailleurs, elle a inspiré en grande partie la Berma dans la recherche, avec Rachel et Réjeanne. Ah oui, mais c'est surtout Sarah. C'est surtout Sarah, parce que le petit Marcel allait voir Sarah où qu'elle se produise. Mais déjà, elle avait pris la direction du Châtelet, il y allait au Châtelet. Parce que c'est une femme d'affaires, elle prend la direction des théâtres. Oui, mais attendez, Elisabeth Gustavo. Pardon, je vais trop vite. Non, pas du tout, mais il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, qui est quand même la raison pour laquelle vous lui consacrez un livre, tragédienne. C'est avant tout une immense tragédienne. C'est une tragédienne, mais c'était aussi un pitre. C'est-à-dire qu'elle réunissait des tas de gens du monde des arts, des lettres, chez elle. Alors, chez elle, elle en a eu 25. Elle passait son temps à déménager. Elle était chassée, elle était pourrie de dettes, elle avait des créanciers. Et elle partait. Alors, elle a fait tout le quartier de la Madeleine. Moi, je suis allée je suis rentrée dans les immeubles, j'ai essayé de retrouver ses traces. Boulevard Pereire, ça a été détruit. Voilà, oui. Le château, l'hôtel particulier de la rue Fortuny détruit aussi, qui était une sorte de manoir baroque insensé, un entresol de la rue de Rome, car sa mère, non contente d'être une cocotte qui vendait ses charmes, ne supportait pas ses enfants et ne supportait pas son aîné. Elle avait 3 bâtardes, elle a eu 3 enfants avec 3 hommes. J'essaye de retrouver les pères du reste, ce qui n'est pas facile. Et elle chassait Sarah. Sarah était embarrassante, jusqu'à ce qu'elle lui dise, si tu veux rester à la maison, alors prostitue-toi. Au moins, sers-nous à quelque chose. Donc elle part du ruisseau, du caniveau absolu. Et elle devient l'Aiglon, Cléopâtre, la Camina Traviata, Phèdre, Iphigénie, Andromaque. Tout le répertoire. Ouais. Mais aussi les hommes. Oui. Et ça aussi, elle est complètement révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est la première actrice travestie qui se dit, je vais jouer des rôles d'hommes. Alors au début, elle est jeune et magnifique, elle joue le chérubin de Beaumarchais, elle joue le petit page Zanetto transfiguré en page, elle devient la coqueluche du théâtre de l'Odéon et du quartier latin, il y a des cartes postales qui circulent, elle devient une sorte d'idole des jeunes, ce qui est très bien vu, et elle crée sa propre publicité, son propre réseau et son propre personnage. C'est-à-dire qu'on disait elle crachait du sang, elle crachait pas du tout du sang. Elle se piquait la gencive. C'était une mythomane incroyable, une mystificatrice de première. Et puis, elle en imprégnait son petit mouchoir de dentelle et elle feignait de s'évanouir. Et tout le monde disait, elle est tuberculeuse. En fait, pas du tout. C'était pour émouvoir. Elle crachait pas du tout le sang. Elle dormait dans son cercueil. Dans son cercueil. Elle avait ce goût morbide, ceci dit, des années folles et de la fin du 19e. Parce que c'est 3 époques. Elle traverse le Second 2 Empire, siècles. Le Second Empire, les années folles et la Belle Époque. Absolument. Et donc, c'en est une figure absolument extraordinaire parce que elle recrée, elle accompagne l'art nouveau, elle accompagne l'art déco, elle accompagne Paul Poiret, Coco Chanel. Donc, elle connaît absolument tout ce gratin. Et c'est quelqu'un qui, quand elle jouait, elle était tout le temps en mouvement, alors qu'à l'époque, les comédiennes jouaient raides. Voilà, elle a un peu inventé l'acteur studio.
C'est-à-dire qu'elle disait, moi, j'ai pas besoin d'être bonne. D'ailleurs, elle n'était pas très bonne. Hein. Elle avait Il y a des enregistrements, hein, je crois, Oui, qui sont épouvantables, mais alors c'est plus dû à la technique de l'époque, oui. très mauvaise. Parce qu'Apollinaire aussi. Hein. Voilà. Oui. Et quand on écoute Apollinaire dire le pont Mirabeau, c'est consternant. C'est une catastrophe. Voilà. Ouais. Donc c'est plus dû à la technique de l'époque. En fait, elle avait une voix de soprane et elle chevrotait, mais elle chevrotait. Oui. Mais ça, c'est pas la technique. Hein, non, mais elle chevrotait pour Phèdre, parce qu'elle avait décidé que Phèdre était chevrotant. Mais c'était la déclamation baroque qu'elle a remis à la mode. Et elle disait, on a besoin que de bras très longs. Ouais. Une fois qu'elle avait fait le conservatoire, pris des cours de maintien, d'escrime, de diction, elle avait dit, en fait, tout ce qui compte, c'est le bras très long. Elle avait des formules à langue forte. Elle était sociétaire de la Comédie Française. Oui, mais elle en a claqué les portes. Hein? Elle en a claqué les portes. Oui, mais quand il y était, son style, il était apprécié ou pas? Pas du tout. On savait très bien qu'elle était la fille de Julie Bernard, qui était une prostituée, qui avait un claque rue Saint-Honoré. Oui, ça c'est pour la biographie. Oui, non, mais du coup, les sociétaires, qui eux sont très bons chics. Non, mais son style déclamatoire, ça passait. Bah, ça passait, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé nulle. Donc, elle a mis très longtemps à être. Les critiques sont dures. Hein, les critiques sont dures, jusqu'à ce qu'elle couche avec eux. Ce qui est une technique tout à fait nouvelle. Elle s'est dit, couchons avec les banquiers. Non, mais elle a vraiment une stratégie extraordinaire que je révèle dans le livre. Couchons avec les banquiers, couchons avec les journalistes, couchons avec certains écrivains, pas tous, couchons avec tout ce qui peut nous rapporter. Ça s'appelle un réseau. C'est d'un cynisme épouvantable. Elle avait quand même le sens de l'excès et de la démesure en toute chose. Il y a aussi, à côté de ce tableau, un engagement quand même par rapport à la commune et à l'affaire Dreyfus. C'est pour ça qu'elle m'a passionnée. C'est parce qu'elle peut être absolument redoutable et irritante au dernier degré. Et en même temps, elle est imprévisible. Et Dreyfusarde. Voilà. Alors, communarde, non. Laurent, Dreyfusarde, oui. Il y a un chapitre dans mon livre qui s'appelle « Sarah, Zola et le capitaine Dreyfus ». J'ai cherché dans les archives, etc. Et je me suis aperçue que le fameux « J'accuse », avant qu'il ne le publie, Zola, c'est Sarah qui cogne à sa porte. Parce que Sarah est déjà la cible de Drummond, qui vient de publier La France libre. La France juive. Lapsus révélateur. La France juive, qui est au mieux avec les bouchers de la Villette, la libre parole, tout ce contexte épouvantablement antisémite. C'est là-dessus qu'arrive l'affaire Dreyfus. Mais elle, Sarah, elle est au gymnase. Et bien qu'elle joue toujours Racine, Corneille, le répertoire français qu'elle exporte admirablement par ailleurs dans le monde entier, donc c'est vraiment un étendard de la République française, de la gloire française, eh bien elle se fait huer. C'est-à-dire, les gens vont la voir pour la traiter de sale juive. Ce qui est absolument abominable. Alors justement... Alors qu'elle n'en fait pas état. Non, elle n'en fait pas état, mais ses origines, donc, c'est des origines de sa famille maternelle, hollandaise. Hollandaise, venant de Pologne, donc ce sont des Ashkénazes. Des juifs polonais émigrés à Amsterdam au XVIIIe. Absolument. Et un grand-père qui s'appelle Moïse. Bon, mais quel est son rapport à sa judéité? On la lui cache. On la lui cache, mais toute petite dans le bordel, je ne trouve pas d'autre mot, de sa mère, rue Saint-Honoré, où arrivent, comme je vous le disais, Bizet, Rossini, Dumas, enfin c'est un bordel chic. La petite qui a 10 ans, elle entend les deux sœurs, c'est-à-dire sa tante et sa mère, parler un drôle de truc. C'est quoi ce drôle de truc? Ça ressemble au yiddish? C'est du yiddish. Yule, d'ailleurs on l'appelait Yule, communiquait en yiddish avec sa sœur. Donc mais en même temps on la met au couvent. On la met au couvent, pauvrette. Et donc elle se prend pour une espèce de passion mystique pour la Vierge, pour Jésus. Donc elle est complètement schizophrène. Et ce n'est que très tard, elle voulait rentrer dans les ordres. Et ce n'est que très tard qu'elle réalise quand même qu'elle a des origines juives. Parce que si elle n'en fait pas état, évidemment les antisémites se chargent de le lui apprendre. Alors, je trouve une citation quelque part. Donc, pardon, je voulais juste finir sur Dreyfus. Juste une petite parenthèse, mais qui a son sens. Elle cogne à la porte de Zola, qu'elle ne connaît pas très bien. Elle va le voir, elle lui dit « C'est infâme ce qui se passe. Il faut que je vous parle du capitaine Dreyfus. » La conversation, je ne l'ai pas en entier, mais j'en restitue la teneur parce qu'elle est secrète. Une semaine après, il publie son « J'accuse ». C'est-à-dire que Sarah n'est pas pour rien dans le formidable manifeste d'Émile Zola. Et sa libération, et sa campagne extraordinaire pour faire libérer Dreyfus. Et d'ailleurs, il va le payer très cher, Zola, puisqu'il sera diffamé et accusé, et qu'il aura lui aussi un procès. Alors, en dehors de l'affaire, elle parle pratiquement pas, ou très peu, de sa judéité. Non. Même d'ailleurs dans ses mémoires, Ma double vie, je ne pense pas qu'elle en parle. Elle n'en fait pas état, et en même temps, elle n'en a pas du tout honte. Non. Mais il y a une lettre, alors je ne sais plus si je l'ai lu dans votre livre,
ou si je l'ai lu ailleurs. Ça doit être dans mon livre. Une lettre qui est rapportée par Jules Huret, qui a interviewé beaucoup d'écrivains à l'époque. C'est au moment de la Commune, justement. En 1871, elle se fait huer au théâtre parce qu'elle a un accent très fort. Et il y a des critiques qui écrivent, mais comment peut-on représenter le théâtre français avec un accent allemand? Pareil, c'est insupportable en ce moment d'entendre cet accent. Et dans une lettre, elle dit, monsieur, je n'ai pas l'accent tudesque, j'ai l'accent cosmopolite, c'est celui, je cite, de ma race juive. Bien sûr. Et mon langage un peu rude se ressent de nos pérégrinations forcées. Oui. Alors, c'est complètement faux. Elle parle absolument pas comme Yule et Rosine, ses deux tantes. Ses deux tantes parlent yiddish et ont un petit accent néerlandais. Elle en a pas. Elle parle absolument. Mais pourtant, elle a une gouaille parisienne. Pourtant, oui, les critiques lui reprochent. Hein. Oui, mais dès qu'on la provoque, vous voyez, elle répond en surenchérissant sur ses origines, comme les gens vraiment courageux, comme les personnages héroïques. C'est-à-dire qu'elle n'est juive que lorsqu'on le lui fait remarquer. C'est ça le plus fort, je trouve. Et elle va défendre Dreyfus, et elle va subir toutes les attaques, et s'en remettre comme une héroïne. Elle sera ambulancière sous la Commune. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'elle a aussi un courage fabuleux, puisqu'elle crée une infirmerie à l'Odéon grâce à ses amants. Donc elle avait raison de se faire un réseau formidable grâce aux hommes, où elle soignera les blessés de la Commune. Alors, malgré tout, malgré ce côté provocatrice, iconoclaste, etc., on a baptisé un théâtre de son nom, le théâtre Sarah Bernard, place du Châtelet. Mais les Français et même les Parisiens ne le savent pas ou ne le savent plus, parce que sous l'occupation, il a été débaptisé. On ne pouvait pas laisser un grand théâtre parisien porter le nom d'une juive. C'est atroce. Donc là, on l'a essentialisé comme juive. Mais le plus atroce, je ne sais pas ce que vous en pensez, Elisabeth Gousseland, c'est que c'est devenu donc le théâtre de la ville. Mais qu'après la guerre, on n'a pas pensé à le rebaptiser théâtre Sarah Bernard. Alors moi, le café qui est en bas, c'est le café Sarah Bernard. Bien sûr. Parce que ça, c'est normal. Bien sûr. Le café honore sa mémoire. Mais quand, après la guerre, des élus municipaux ont dit « mais pourquoi on ne lui redonne pas son vrai nom ?» que les nazis et les collaborateurs lui ont retiré, on lui a dit « non, c'est pas la peine ». Et c'est resté le théâtre de la ville. Alors, je formule aujourd'hui avec vous, mes amis, ce vœu que me suggère Pierre, qui est qu'à l'occasion du centenaire de sa disparition, voilà, on réhabilite le nom flamboyant de Sarah au fronton de ce théâtre sublime où chaque allée porte encore sa trace. Elle en avait fait un lieu extravagant, baroque, parce que c'était une esthète et qu'elle touchait à tous les arts. On a oublié de dire qu'elle était sculptrice également, et pas mauvaise, puisqu'au Petit Palais, il y aura une exposition aussi à l'occasion du centenaire de sa disparition. On verra ses sculptures complètement gothiques, comme vous disiez, parce qu'elle avait comme Victor Hugo l'inspiration, comment dirais-je, morbide, vous savez, des cabinets de curiosité de l'époque. Les tables tournantes. Il faisait tourner les tables, pas que leur corps, les tables aussi, ensemble. Il lui avait offert un crâne. Enfin, c'était complètement le truc morbide, comme Adèle Hugo aussi. Hein. C'était cette époque. Et donc, ce théâtre était tapissé de toiles gigantesques à sa propre gloire, parce qu'elle était excessivement narcissique, évidemment, et d'objets qui reflétaient l'art nouveau et l'art déco. On verra ça au Petit Palais. On verra les œuvres peintes et sculptées de Sarah, qui avait par ailleurs une plume très coriace et très rigolote. Oui. Ben, j'espère en tout cas que votre demande sera suivie et que peut-être on verra réapparaître, ce qui serait la moindre des choses, le nom glorieux. Le nom de Sarah Bernard sur son théâtre, comme c'était le cas avant la guerre, place du Châtelet. Absolument. Merci. Alors j'ai 2 coups de cœur, comme d'habitude, puisque les 5 livres, il y en a 5, là il n'y en a plus 3, donc il en faut 2 de plus. Et donc, mes 2 coups de cœur, c'est pour un seul auteur, pour 2 livres qui paraissent en janvier. Cet auteur, vous le connaissez, c'est le grand philosophe Vladimir Yankelevitch, un cahier de Lerne, avec évidemment beaucoup de contributions, et puis un texte de lui qui est plutôt un recueil, qui s'intitule « La conscience juive ». Alors là, les 2 paraissent aux éditions de Lerne. La conscience juive, ce sont des interventions orales, un petit peu des conférences, mais surtout des interventions dans un lieu exceptionnel qui a été un lieu vivant de 1950, à partir de 1957. C'était le colloque des intellectuels juifs de langue française, qui se tenait une fois par an à Paris et qui réunissait des gens comme Yankelevitch, Emmanuel Lévinas, André Neher, Jean Val,
voyez, c'était exceptionnel. Et ces textes ce sont des extraits de ses propres interventions, évidemment tous autour de ce sujet, l'identité juive, la conscience juive, mais également Israël, les rapports entre Israël et la diaspora, l'élection, le fait que, évidemment, l'élection crée, comme il le disait lui-même, non pas des droits, mais des devoirs, essentiellement, et des devoirs exceptionnels. C'est du Yankelevitch, hein, c'est-à-dire que c'est un homme qui, faut pas oublier, c'est un homme qui a pensé le déchirement en permanence dans toute son œuvre, qui est importante. Il y a notamment un texte de lui qui m'a beaucoup marqué étant jeune, qui s'intitulait « Pardonner » avec un point d'interrogation, évidemment par rapport à la Shoah. Lui, je rappelle, venait de parents juifs totalement déjudaïsés. Il est né à Bourges au début du siècle. Son père était un intellectuel. C'est le premier traducteur de Freud, ce qui est peu connu. On parle toujours de Marie Bonaparte, mais le père de Yankelevitch était ce tout premier traducteur. Et lui, Vladimir Yankelevitch, c'est évidemment un garçon extrêmement brillant, normalien, reçu major à l'agrégation de philosophie, professeur avant la guerre, et en 1940, évincé de son poste de professeur à l'université parce que juif. Polyglotte aussi, j'imagine. Polyglotte, mais c'est là qu'il découvre qu'il est juif. Lui-même le dit, chez nous, la religion n'existait pas du tout. Il n'avait aucune connaissance de tout ça. Mais il dit, à partir du moment où on m'a essentialisé comme juif, à la fois Vichy et Hitler, j'ai découvert que j'étais juif. Et depuis, cette conscience juive ne l'a jamais quitté. Sans être ni pratiquant ni religieux, ça a été toujours une inquiétude, une intranquillité qui ne l'ont jamais quitté, qu'on voit apparaître dans son œuvre un petit peu. C'est pas prépondérant, mais en même temps, sa présence au colloque des intellectuels juifs était importante. Il habitait Paris toute sa vie, un quai aux Fleurs. Ouais, il y a une plaque, vous l'avez vu. Edmond Flegg aussi qui habitait et Edmond Flegg habitait au-dessus. Ouais. Vous imaginez les conversations dans l'ascenseur ou dans l'escalier. Ça devait être quelque chose. Quel était son rapport avec Sartre? Très mauvais. Très mauvais parce que les existentialistes l'ont marginalisé terriblement, et lui se considérait comme marginal. Il disait, ces gens qui parlent de l'engagement intellectuel, mais de l'engagement tout court, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pris une mitraillette pendant la guerre? Or, lui avait fait de la résistance. Oui. En tant que juif, il était ostracisé, et il a été à Toulouse. Mais c'est intéressant parce que Jean Cassou, qui était son beau-frère, qui était très engagé dans la résistance à Toulouse, Jean-Pierre Vernant, le futur helléniste, les deux ont dit on va l'utiliser, Vladimir. Ah, ils ont travaillé ensemble. Oui, mais dans la résistance. Bien sûr. Mais surtout pas en première ligne, parce qu'il est tellement fou, il est tellement excité qu'il va nous faire tous découvrir. Alors, pour porter des messages très bien, des choses comme ça, mais pas plus, parce que effectivement, il a toujours été ce côté avec la mèche comme ça, excité et parlant. C'est un moteur à explosion. Ah oui. Yankelevitch, c'était un moteur à explosion. Vous l'avez rencontré? Alors non, je n'ai pas eu cette chance, mais j'ai été marqué par une émission d'apostrophe où les Français l'ont découvert. Oui. C'était à propos notamment d'un livre qui s'intitulait Le je ne sais quoi et le presque rien, mais aussi des livres sur la nostalgie, sur le pur et l'impur, enfin des grands livres. Mais crevant l'écran, n'est-ce pas? La tête de pivot qui était comme ça, et l'autre qui parlait, et qui était... C'est fascinant, fascinant, et à un moment on se demandait, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en même temps, on avait le vertige, un vertige philosophique à l'écouter. C'était à la fin d'un spectacle, mais c'était pas un sophiste, hein, c'est quelqu'un qui était dans le dur de la philosophie, mais ça allait tellement vite, une telle intelligence, une telle vélocité dans le raisonnement, la réflexion et la synthèse, que souvent on était perdu. Alors là, c'est un moyen de le prendre tranquillement. Yankelevitch, son style doit beaucoup aussi à ses très grandes qualités de musicien. C'est un pianiste, il a beaucoup écrit sur la musique. C'est un homme qui a assisté à un nombre de concerts inouïs, à la fois symphoniques et de musique de chambre et de piano surtout. Il y avait 2 pianos chez lui, quai aux Fleurs. Et là, vous trouverez des détails, alors évidemment sur son œuvre, qui est très très bien analysé dans ce cahier de Lerne qui est remarquable, mais aussi des choses très personnelles sur sa femme par exemple, ou sur lui. Il y a un portrait par Pascal Bruckner de son professeur. Il a eu comme prof pendant 3 ans à la Sorbonne, puisqu'il avait la chaire de philosophie morale à la Sorbonne jusqu'à la fin de sa vie, et donc il raconte. Et puis il y a aussi des textes de Yankelevitch lui-même sur ses maîtres, Henrik Bergson, Léon Brunswick,
Lucien Lévy-Bruhl, c'est quand même... Toute une époque. Il y a toute une qualité de la pensée de cette époque qui paraît très très lointaine aujourd'hui, mais qu'on retrouve dans ce remarquable cahier de Lerne, et évidemment dans La conscience juive. C'est des livres que je vous engage à lire. Et puis, j'engage évidemment nos auditeurs et spectateurs à les lire et à vous lire, parce que je suis heureux d'avoir reçu aujourd'hui 3 auteurs de 3 livres qui m'ont vraiment impressionné. Je vous le dis très sincèrement. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt, et à bientôt pour une 4e édition des 5 livres.